Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Van Life Voyage. Aujourd'hui on est en route pour les Pays-Bas pour un mini road trip autour du thème des champs de fleurs et des fameux moulins à vent. Donc tout d'abord, première destination, on va aller voir les moulins à vent de Kinderdijk. Puis nous irons au champ de fleurs de Keukenhof. Et enfin, on devrait finir ce road trip par un petit tour dans les polders du Nord-Est. Bonne vidéo! Donc au départ de Bruxelles, on choisit de commencer notre road trip par la découverte de Kinderdijk. Ce sont donc des moulins à vent qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. De Kinderdijk et en passant non loin de Rotterdam et La Haye avec des skylines assez remarquables, on ira à Keukenhof. Puis de Keukenhof et son célèbre parc printanier, on vous emmènera du côté de Urk, vers les polders du nord-est dans le Flevoland. Puis pour rentrer chez nous vers Bruxelles, on ne passera non pas par le chemin le plus court, mais on a décidé de longer la côte et notamment pour passer du côté d'une des grandes digues dans le cadre du plan Delta dont je vais vous parler un peu plus loin dans la vidéo. Donc on est arrivé à Kinderdijk après une heure de route un vendredi soir. On avait visé une aire de camping-car, mais malheureusement celle-ci était complète. On a donc dû se rabattre sur une marina. Donc voilà, on est au début de notre week-end, réveil un peu dans le froid et dans la brume. On a dû faire une deuxième aire de camping-car parce que la première, située pas très loin des moulins, était complètement pleine. Ici, on a eu plus de chance. En revanche, on est à 3/4 d'heure en vélo, donc on pense qu'on va se rapprocher au niveau d'un parking relais pour de là partir en vélo. Donc à savoir que les aires de camping-car aux Pays-Bas sont le plus souvent payantes. Il s'agit de petites aires de service avec les essentiels, on va dire. Je vous déconseille fortement de vous garer le long de cours d'eau ou en rue parce que c'est très surveillé par la police et j'ai souvent entendu que les gens se faisaient réveiller la nuit. Donc fiez-vous à une application comme Park4Night. Il y en a d'assez nombreux des emplacements, donc vous ne devriez pas trop tarder avant d'en trouver. Alors, on est au fil de l'eau et il y a des moulins qui font un peu anciens. Celui-là, il tourne, mais la plupart d'entre eux, ils tournent pas. Il y a un peu de brume, mais c'est pas grave. On va vous montrer la suite. La visite de Kinderdijk, elle peut se faire à pied ou à vélo et l'accès est totalement gratuit, sauf si vous voulez visiter l'intérieur d'un moulin et faire un tour en bateau, auquel cas vous devrez débourser un prix unique de 19 € par visiteur. Comme on a trouvé que le prix était assez conséquent, on s'est donc contenté de nous promener au milieu des moulins. Donc Kinderdijk, ce sont 19 magnifiques moulins qui ont été construits vers 1740 et qui se dressent ici dans le cadre d'un système étendu de gestion de l'eau destiné à prévenir des inondations. En fait, ils sont devenus un véritable symbole de la gestion de l'eau aux Pays-Bas et en 1997, ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc tout le principe de fonctionnement de ces 19 moulins à Kinderdijk, c'est d'évacuer l'eau excédentaire vers une rivière qui elle-même subit l'influence de la marée. C'est donc pas évident et il faut gérer entre les périodes de marée basse et marée haute pour évacuer ces eaux. Vous pourrez avoir sur le site de plus amples informations pour voir tout ce jeu de vases communicants et de gestion des écluses pour parvenir in fine à évacuer l'eau du site et rendre les terres alentours cultivables. Donc on a ensuite pris la route en direction de Keukenhof, à environ 1 heure de route de Kinderdijk. On ambitionnait de trouver un sympathique petit camping en bordure de champs fleuris, mais en fait c'était peine perdue, il y avait énormément de monde et donc on a trouvé par chance un petit parking où il était toléré de passer la nuit.
Et encore mieux, ce parking, il s'est avéré qu'il se trouve sur la route des Tulipes, qui est une piste cyclable qui permet de faire le tour des plus beaux champs de tulipes et d'explorer les alentours. Si vous n'avez pas pris vos vélos, sachez que vous pourrez en louer très facilement dans les environs. Pour cette balade, il existe 3 itinéraires balisés de 10, 15 ou 25 km. Nous, personnellement, on a opté pour la plus grande boucle parce qu'on avait du temps devant nous et ça nous a permis de voir un panorama un peu plus varié en passant non seulement par les champs de fleurs, mais aussi de nous balader brièvement jusqu'aux dunes de Noordwijk qui longent la mer du Nord. Cette balade en vélo, en dépit de sa longueur, donc 25 km, je le rappelle, elle est vraiment sans aucune difficulté particulière parce que, rappelons-le, tout est plat, il n'y a aucun dénivelé. Le seul ennemi que vous pourriez avoir, ça serait d'être à contrevent, mais sinon c'est simple. Donc, comme je le disais, le parc floral de Keukenhof, il est très fréquenté en cette période de l'année. Nous, on s'y est pris peut-être un peu tard pour prendre nos billets d'accès au parc et on n'avait plus qu'un seul choix possible, à savoir d'entrer à partir de 8h. Et vous avez un créneau même qui dit que si vous ne rentrez pas entre 8h et 8h30, le personnel du parc peut vous refuser l'accès. En fait, ils font ça pour régler l'affluence et puis que vous puissiez effectuer la visite dans de meilleures conditions sans être là forcément à des heures de pointe. Alors on pourrait croire que c'est un parc un peu attrape-touriste, je pense qu'objectivement ça l'est, mais c'est tout à la fois franchement un des plus beaux parcs printaniers du monde. Il s'étend sur 32 hectares, il comprend vraiment toute une variété de compositions florales, ça va des arbustes fleuris en passant par des jardins à thème, des petits plans d'eau ou des canaux, d'immenses serres qui sont aménagés de différentes façons et il y a même un moulin au milieu du parc. Le schéma de plantation il change tous les ans afin que chaque année vous puissiez découvrir quelque chose de nouveau. Donc encore une fois, c'est très touristique, on avait peur d'être déçus, mais la visite elle a vraiment fait l'unanimité dans la famille de 9 à 75 ans. On y est resté 5 heures et franchement on n'a pas vu le temps passer. Donc les billets d'entrée ils sont vendus au prix de 19 € par unité. Il faut ajouter à cela le prix du parking, soit 6 € pour les voitures ou 10 € pour les camping-cars. Mais bien sûr, vous n'avez pas le droit de rester dormir. Donc en cette année 2023, le parc il est uniquement ouvert du 23 mars au 14 mai, et ce de 8h à 19h30. Après cette longue visite qui nous a amené jusqu'en début d'après-midi, on a pris la route vers le nord en direction du Flevoland. Au bout d'une heure et demie de route et malheureusement sans avoir croisé aucune tulipe, peut-être était-ce dû à la fraîcheur dans cette province, on est arrivé à Schokland. Bon alors Elisabeth, c'est quoi la particularité de cet endroit ? Avant, c'était une île. Et qu'est-ce que tu en sais ? On est exactement à l'altitude 0. Là, c'est les vestiges de l'ancien port. Alors Schokland, c'est un site assez particulier qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et dont l'atmosphère est vraiment toute particulière. En effet, il s'agissait d'une île qui a été asséchée pour édifier le polder. Au milieu des champs, vous découvrirez donc les vestiges d'un port.
Bon, ne faites peut-être pas la route exprès pour voir ça, mais si vous êtes dans les parages, l'île de Schokland est un point d'intérêt à voir. Vu du drone, on se rend vraiment bien compte de la délimitation de l'ancien port. C'est étonnant. Comme nous avions tout de même pas mal de routes, l'après-midi touchait bientôt à sa fin. Après cette découverte de l'ancien port, il était déjà temps de penser à notre spot dodo. On a donc pris la route en direction de Urk, qui est un port de pêche où se trouve une aire de camping-car. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a pris la dernière place. On a ensuite pu explorer ce magnifique village et ses ruelles qui semblent comme figées dans le temps. Comme Schokland, Urk est une ancienne île rattachée à la Terre depuis la création du polder du Nord-Est. Nous sommes le dimanche de Pâques, tous les restaurants sont fermés et les quelques habitants que nous croisons sont encore en costume traditionnel. On ressent vraiment que le village a su garder son caractère insulaire et ses traditions. On a vraiment beaucoup apprécié de découvrir ce lieu atypique et pittoresque. Donc ici aussi, je vous invite à vous renseigner un peu sur cette région à l'histoire un peu bouleversée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Urk donnait auparavant au Moyen-Âge sur ce qu'on appelait le lac Flévaux, qui donne son nom à la région. Mais après que les digues de l'époque aient rompu quelque part autour du XIIIe siècle, peu à peu, la mer du Nord s'est engouffrée dans cette zone et c'est devenu véritablement un golfe qu'on appelait à l'époque le Zuiderzee, littéralement la mer du Sud. Et puis, bien plus tard, en 1932, il y a un lac qui a été créé à cet emplacement grâce à une longue digue de 32 km. Et en réalité, Urk donne sur un lac qu'on appelle le lac de l'Yssel, qui fait environ 1100 km², ce qui en fait le plus important des Pays-Bas. À l'époque, on avait beaucoup moins de considérations écologiques et ce qu'il faut savoir, c'est que la faune et la flore de l'ancien golfe ont péri à la suite de la transformation pour le moins radicale et il a fallu plus de 6 ans pour que le sel disparaisse des eaux. Au dernier jour de notre road trip et après ce réveil du côté de Urk, il était déjà temps de songer à notre retour. On avait quand même pas mal de routes pour entrer jusqu'à Bruxelles et en plus de ça, on a décidé de ne pas prendre le chemin le plus rapide car on voulait passer par la Zélande pour voir le barrage de l'Escaut oriental. On adore vraiment la Zélande parce que c'est un endroit qui est très proche de la Belgique, où il est facile de se garer au bord de l'eau le temps d'une journée et de pratiquer différentes activités nautiques. Malheureusement, quand on est arrivé sur le barrage, il commençait vraiment à avoir des très mauvaises conditions, le vent soufflait très fort et la pluie commençait à bien tomber. Donc on n'a pas pu en ramener des très belles images, mais c'est promis, on en ramènera d'autres une prochaine fois. Donc comme je l'ai laissé entendre en début de vidéo, je voulais vous parler brièvement du plan Delta. Donc le plan Delta, en fait, c'est un ensemble de 13 éléments, de tunnels et de digues qui forment le plus grand barrage anti-tempête du monde. C'est une construction vraiment unique et qui a été réalisée suite aux grandes inondations de 1953. Certains de ces ouvrages sont vraiment très impressionnants, même si je ne peux pas vous en présenter l'exhaustivité. À titre d'exemple, celui que vous voyez à l'image, le barrage de l'Escaut oriental, c'est une attraction majeure du plan Delta. Il est long de 9 km et il peut fermer tout l'Escaut en seulement 80 minutes grâce à un système de 62 glissières qui peuvent être soit ouvertes ou fermées en fonction des conditions climatiques et de préserver ainsi les marées et l'entrée des eaux salées.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. J'espère qu'elle vous aidera à préparer votre road trip pour profiter vous aussi de la saison des tulipes aux Pays-Bas. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo ou à vous rendre sur notre site internet ou à prendre connaissance de notre roadmap sur lequel vous trouverez les localisations exactes de tous les spots qu'on a découverts durant ce road trip. Et en attendant notre prochaine vidéo, évadez-vous!